Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, je vous parle de mon expérience avec la BQ H2O. H2O. Dans le fond, c'est comme la BQ, la tête BQ H2, mais refroidie à l'eau. Puis j'ai quand même pas mal de choses à dire. Je me suis fait une liste qui s'étend sur 2 pages parce que ça m'a pris à peu près plus d'un mois à faire le test au complet, incluant la bête qui est le caisson qui est là. Donc, je vais vous parler de toute mon expérience. Il y a une chose que je ne parlerai pas, c'est que dans l'imprimante, j'ai mis une SKR2 Turbo avec un écran TFT 35. Cette partie-là, je ne la couvrirai pas parce que je pourrais faire une vidéo complète avec ça. Mais vous allez voir, ça ne sera pas nécessaire. Donc, on va commencer avec le début. Je vais parler de l'extrudeur. La BQ-H2, bon, j'en avais parlé lors du déballage. Le BQ-H2O est vraiment petit. Alors, il est beaucoup plus petit que la MRA. Puis, bon, il est direct drive, le filament rentre direct dedans, c'est-à-dire que l'extrudeur n'est pas déporté directement dedans. Le stepper moteur est très, très petit. Donc, ça fait que la tête est beaucoup plus légère. Ensuite de ça, bon, il est refroidi à l'eau. On voit le système qui est ici. Extrusion double entraînement. Comme la MRA, dans le fond, le filament est pris des deux bords pour pousser le filament à l'intérieur. Donc, il y a moins de chances que le filament glisse. Même si, par exemple, j'imprime à une température qui est plus froide que ce qui est recommandé, le filament va sortir pareil. Ensuite de ça, elle peut théoriquement aller jusqu'à 500 degrés Celsius. Alors, une buse qui chauffe à 500 degrés, on va en reparler dans un instant. Le bloc de chauffe est en cuivre recouvert de nickel. La buse est en acier. Le heat break, c'est-à-dire le pont entre le bloc de chauffe et le dissipateur, est bimétal, c'est-à-dire qu'il est en, je l'ai pris en note ici, là, il est en titanium et cuivre. Donc, l'intérieur est en titanium, puis l'extérieur est cuivre pour une meilleure conductivité de la chaleur. Ça se dit, je crois, conductivité. Hein? Bon, ça vient par défaut avec une buse de 0.4, mais je peux changer la buse pour la grosseur que je veux. Puis, j'ai un ratio d'entraînement de 7:1. Ça fait que le moteur est plus petit, c'est un 1.5 A si je me souviens bien. Donc, avec un ratio plus élevé, normalement c'est du 5:1 qu'on voit, mais là, avec du 7:1, je vais avoir plus de couple directement à mon extrudeur. Au niveau du kit du refroidissement, il fonctionne très très bien. Là, j'ai le petit entonnoir ici que je vais enlever. Il est relativement silencieux, il y a un ventilateur 120 mm. Puis il y en a qui m'ont parlé, ah, ça va être super silencieux, refroidissement à l'eau. C'est pas plus silencieux en passant. Hein? Normalement, j'ai un ventilateur qui refroidit mon dissipateur de chaleur. Puis là, au lieu que le ventilateur soit là, ben, j'ai un 120 mm ici. Le bruit est comparable. Je pourrais mettre un Noctua sur ma tête ou un Noctua ici, puis ça deviendrait silencieux. Donc, vous n'avez pas de gain de silence en mettant un refroidissement à l'eau, parce que de toute façon, vous avez besoin d'un ventilateur. Les tuyaux sont de bonne qualité. Les tuyaux ne s'écrasent pas facilement. J'ai vu des tuyaux que dès qu'on les pliait, bon, ils s'écrasaient, mais ceux-là, ils vont bien. Ils fonctionnent sur le 24 volts, mais on peut l'adapter pour du 12 volts si on veut, sans aucun problème. Puis, quelque chose d'important, c'est important de mettre pas de l'eau du robinet, mais de l'eau déminéralisée pour éviter qu'il y ait une formation de calcaire ou de minéraux à l'intérieur du dissipateur de chaleur, puis que ça diminue sa performance. Donc, j'ai acheté ça ici, j'ai acheté ça à la pharmacie, c'est de l'eau déminéralisée, ou c'est la même chose que de l'eau, ça porte le nom, un autre nom, là, de l'eau, ouais, de l'eau distillée. Donc, ça a coûté 2,50 $ pour 2 litres, puis vous voyez, je n'ai pas pris beaucoup, puis je vais en avoir pour longtemps parce qu'il n'y a pas vraiment d'évaporation là-dedans. Une seule petite chose, vous voyez, j'ai fait ça ici. Alors ça tourne quand la buse chauffe. Autrement dit, mon kit de refroidissement fonctionne uniquement lorsque ma buse est chaude. Je vais la faire chauffer d'ailleurs, je vais vous montrer. Je l'ai fait pour qu'elle parte à au-dessus de 50 degrés. Donc lorsqu'elle va atteindre 50 degrés, voilà. Alors là, il va purger les bulles d'air. Tout le temps, des fois, un petit peu de bulles d'air qui se forment dedans. Et voilà. Donc, c'est ça. Quand j'ai... ben là, je vais le fermer parce que je ne fais pas du bruit pour rien. Donc, si j'ai pas ce genre de petit bidule-là, autrement dit qu'on voit la circulation de l'eau, je ne sais pas si ma pompe fonctionne bien ou pas, puis ça me fatiguait. Donc, je m'en ai désigné un sur Fusion 360. Je l'ai fait en résine. Ensuite de ça, j'ai pris un petit morceau d'acrylique. Je me suis fait un seau, autrement dit un seal, là, un rond de caoutchouc pour pas que l'eau fuit en TPU.
J'ai mis ça là-dedans, j'ai mis 4 vis, puis il n'y a aucune fuite. Ça va super bien, puis comme ça, il tourne. Je pense pas qu'on le voit tourner, là, mais il tourne quand j'ai de la circulation. Sinon, vous pouvez l'acheter, ça coûte environ une trentaine de dollars, là, un bon, là. 30 dollars, sinon, lui, il m'a coûté à peu près rien. Il m'a coûté à peu près 10 sous de résine. C'est juste que des fois, il vibre un petit peu, mais c'est ça. Donc, ça va quand même bien. Fait que ça, c'est la seule chose que j'aurais rajouté, mais le reste, ça va très bien. Alors, vous entendez le vent du ventilateur, là, il fait pas énormément de bruit. Il fait comme un ventilateur de tête, là, fait normalement. J'ai une petite lumière là-dedans. Tout est compact, bien installé. Ils ont mis un ressort à l'intérieur ici pour pas que le tuyau écrase, donc c'est vraiment bien fait. Puis ça ressemble à un petit radiateur de véhicule, vous savez, là, pour envoyer l'air chaud dans l'habitacle. C'est ce genre de radiateur-là, donc c'est plutôt cute. On pourrait s'en servir pour toutes sortes de trucs. Donc, ça c'est pour le kit de refroidissement. Maintenant, il y a de quoi vous devez savoir. Pour le monter à 500 degrés, j'ai besoin de changer la buse de température, la sonde de température, excusez-moi. Je dois mettre une PT100. Et puis, les PT100 ne sont pas compatibles d'emblée avec les cartes mères qu'on retrouve, là, les SKR, les Gen L, les Duet, tout ça. J'ai besoin d'un convertisseur. Puis dans ce cas-ci, ça venait avec un Max 31865, si je me souviens bien. Dans le fond, c'est pour convertir le signal là, du PT100 à quelque chose que la carte mère et le Marlin vont comprendre. Dans ce cas-là, c'est la raison pour laquelle j'ai changé la carte mère, parce que ça vient avec un max comme ça, puis je vais le mettre à la place d'un driver, donc il est alimenté en électricité, puis j'utilise les pins pour lire la température. Si je n'avais pas mis la PT100, mais j'avais mis par exemple la NTC 100, je crois qu'il y a un modèle là, je pense que je l'ai un petit peu en note plus loin, là. J'aurais pas été obligé de changer ma carte mère. Donc, je me suis donné beaucoup de troubles pour pouvoir la monter à 500 degrés. On en reparle dans un instant, mais ça va être intéressant. Ça va être à la conclusion, donc restez là. Au niveau de l'installation, ben, ce que j'ai fait, j'ai simplement les Genius ou les X1 ou les X2, c'est toute la même chose. Dans ce cas-là, la Genius est identique à la X1. Ah, puis la raison pour laquelle je l'ai faite sur la Genius, c'est que 1 est un petit peu plus petite, donc c'est plus facile pour faire le caisson. Mais aussi, je ne voulais pas défaire ma X1 parce que j'ai une Emera dessus. Sauf que la tête de la Genius est identique à celle de la Genius est identique à celle à la X1. Donc, tout le monde m'a demandé de faire ça sur la Sidewinder X1. Je l'ai fait sur la Genius. C'est exactement le même processus. Donc, la Genius, là, j'ai 3 vis à enlever pour enlever la tête. Puis j'ai simplement fait une plaque qui se visse là-dessus pour pouvoir fixer la H2O là-dessus. La H2 ou H2O va fonctionner dessus. Puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait en sorte que la buse soit exactement à la même place que avec la tête d'origine. Donc, ça évite d'avoir à recalibrer à peu près tout, là, puis perdre l'espace d'un côté ou de l'autre, etc., etc., etc. Puis, j'ai fait aussi un modèle qu'on peut mettre le BL Touch. Je le partage sur Thingiverse. Le lien va être dans les notes de la vidéo si vous voulez mettre la H2 ou la H2O. Il y avait déjà un modèle fourni sur le site de BQ. Il ne semble pas fonctionner du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai designé le mien. Puis, le mien permet de réutiliser le fan d'origine et le conduit du ventilateur d'origine. Là, je ne parle pas celui qui refroidit le dissipateur de chaleur, là, mais celui qui refroidit les matériaux. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout changer le conduit. Ah, j'ai fait aussi pour que la nappe de câble soit vraiment droite à la même place que l'original. Ça, c'est pas pire. Facile à mettre en place. Puis, ouais, là, comme vous voyez, l'écran, c'est pas l'écran d'origine, c'est une SKR, la TFT, excusez-moi, pas la carte mère, c'est la SKR, mais l'écran, c'est la TFT 35, comme j'ai dit. Mais je ne vous recommande pas de faire cette étape-là pour ça, de changer tout ça pour pouvoir la refroidir à l'eau. Donc, on va parler maintenant de l'utilisation. Ça a été quoi mon expérience avec ça? Première chose que j'ai faite, j'ai changé mon profil, j'ai ajusté mes steps par millimètre. Alors, pour ce faire, ce que je fais, je prends un filament blanc. Ensuite de ça, je le marque à 20 mm, 50 mm et 100 mm. Puis là, je le fais avancer. Puis sur le 100 mm, je regarde la différence de distance sur le 50 mm aussi. Puis comme ça, j'ajuste mon step par millimètre. J'ai une vidéo qui parle de comment ajuster ces steppers. C'est exactement la même chose. Ensuite de ça, j'ai imprimé du PLA. Alors ça, c'est oui, c'est celle en PLA. Écoutez, première impression, elle est excellente. Super belle impression. J'ai imprimé à 50 mm par seconde. Super belle qualité d'impression. Vous le voyez là. C'est le Benchy, il est presque parfait là. Alors, il n'y a pas grand défaut. Il y
Il y a presque un petit peu de ghosting. Puis, mais pour le reste, là, elle a une très très belle qualité d'impression, cette buse-là. Ensuite de ça, j'ai imprimé, je crois que c'est lui, non, c'est lui-ci, du PETG, le plus pâle. Là, il est un petit peu transparent. On voit, le PETG était comme ça, il y avait un petit peu de transparence dedans. Donc, on voit à travers, mais l'impression est tout aussi belle. Belle qualité d'impression pour le PETG. Ça va vraiment, vraiment bien. Puis, est-ce que ça va mieux, par exemple, qu'une Emera? Je ne croirais pas. Alors, je crois qu'on peut avoir le même résultat avec une Emera ou le modèle qui n'est pas refroidi à l'eau. Alors, pour PLA, PETG, je vous le dis, refroidissement à l'eau, je ne pense pas qu'on ait un gros gain là-dessus. J'en parle dans un instant. Polycarbonate. Le polycarbonate est un petit peu plus dur à imprimer. Il s'imprime à 280 Celsius. Donc, avec une imprimante refroidie à l'air, je crois que j'aurais eu certains problèmes rapidement. J'aurais eu besoin d'un plus gros ventilateur, un meilleur dissipateur. Puis surtout que lui, le heat break rentre directement dans l'extrudeur. Mon extrudeur serait devenu chaud. Puis là, le filament aurait fondu, aurait commencé à ramollir directement ou les roues d'extrusion. Puis ça, c'est pas bon du tout. Hein. C'est là que le filament va fuir, puis ça va tout jammer mon extrudeur. Donc, pour le polycarbonate refroidi à l'eau, c'est excellent. Alors, vraiment, vraiment, vraiment bien. Belle qualité. Là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on voit une place qui a une ligne. Là. C'est juste que probablement que, j'ai remarqué que ce filament-là, des fois, il y a des sections qui sont un petit peu plus foncées. C'est le polycarbonate que j'ai utilisé ici. Là. Donc, j'ai remarqué qu'il y a des sections plus foncées. Donc, est-ce que c'est un mélange lorsqu'il mélange des pastilles ou quelque chose de même? Je ne le sais pas. Mais bref, c'est ça. Mais donc, l'overhang est bon. Bon refroidissement. J'ai eu aucun jam. Aucune obstruction. Puis là, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, Dominique, c'est quoi les pièces utilitaires que tu fais? Tu nous dis tout le temps que tu ne fais pas de pièces esthétiques, mais des pièces utilitaires. Alors ça, c'est le genre de pièces utilitaires que je fais. Là, si vous vous demandez c'est quoi, c'est pour cet outil de sécurité-là qu'on appelle un Pineapple. C'est un outil de sécurité Wi-Fi. Puis, souvent, on va mettre ça dans les sacs à dos. Le problème, lorsqu'on le met dans les sacs à dos, c'est que les antennes ne sont pas protégées, ça casse les connecteurs. Donc, ça casse soit les antennes ou les connecteurs, tandis que de cette façon-là, oui, peut-être l'antenne va casser, mais au moins, ça ne casse pas le connecteur. Donc, c'est pour le protéger dans le sac à dos, puis il est quand même assez plate. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est ce genre d'outil-là que je fais, ce genre de pièces-là que je fais pour faciliter, c'est ça, soit pour protéger, pour transporter, pour faciliter ces différents trucs. Donc, c'est le genre de pièces que je fais. J'ai imprimé du TPU, ça l'a bien imprimé. Alors ça, c'est un test que j'ai fait, là, ça imprime super bien le TPU aussi. J'ai fait une autre pièce, je ne l'ai pas avec moi parce que c'est une pièce qui est faite pour mettre sur le bord du bain, pour éviter qu'il y ait sur les coins des fois un petit débordement. En tout cas, bref, j'ai un problème, je ne sais pas si c'est un problème avec ma douche où il n'est pas parfaitement au niveau, mais ça empêche l'eau de sortir. Et ça imprime super bien le TPU. TPU, TPE, ça c'est du TPE, l'autre étant un TPU, donc ça va bien ça aussi. Mais je ne suis pas là pour parler de la qualité de l'impression parce que, je vous le dis, cette buse-là est capable de faire une très très belle qualité d'impression. La seule chose, c'est que lorsque j'ai de la rétraction, elle fait un petit cliquetis. Clic, 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 clic. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai changé ma vitesse de rétraction. C'est pas tannant, c'est un petit clic-clic. Mais c'est la première fois que j'entends un extrudeur faire ça. J'ai entendu faire des bzz, bzz, bzz ou grincer. Mais clic-clic. J'ai l'impression qu'il y a un petit jeu à quelque part. Ça fait clic-clic, mais j'ai pas vu que ça faisait un problème au niveau de la qualité d'impression ou quoi que ce soit. C'est juste un peu tannant. OK, parlons maintenant du fameux 500 degrés théorique. Bon, je dois vous parler qu'elle est extrêmement bien refroidie. Ce qui est intéressant, c'est que le bloc de chauffe reste chaud longtemps. Vous voyez, là, je l'ai monté, je pense qu'il a monté jusqu'à 80, puis il n'a pas encore fini de refroidir. Donc, ça prend beaucoup de temps à refroidir, mais la partie où qui dissipe la chaleur, autrement dit l'extrudeur, reste tout le temps très frais. Par exemple, le heat break, ça veut dire que le heat break fait très très bien son travail, c'est-à-dire qu'il ne conduit pas la chaleur à l'extrudeur. Puis, l'extrudeur ne refroidit pas le bloc de chauffe. Donc, elle est vraiment bien pensée pour ça. Je pense que le heat break bimétal, c'est la première fois que j'en ai utilisé un. Ça fait une grosse différence sur la stabilité du bloc de chauffe. Je l'ai monté à 400 degrés, 402 degrés. J'ai pris la température de l'extrudeur. L'extrudeur était à 35 degrés et ma buse était à 400 degrés. Alors, c'est vraiment très, très, très bien refroidi. Mon stopper était quasiment plus chaud que mon extrudeur lui-même. Donc, refroidissement à l'eau, c'est extrêmement efficace. Mes tuyaux n'étaient pas chauds. J'avais un tuyau tiède et l'autre qui était frais.
Donc ça, il n'y a pas de problème. La température est vraiment constante. Une fois que j'ai atteint ma température au niveau, vous voyez, il est descendu en bas de 50, il vient d'arrêter. La température est très, très constante. Une fois qu'il atteint sa température, là, il reste très longtemps chaud. Donc ça, c'est bien. Je l'ai monté à 400 degrés. Je n'ai pas de filament pour imprimer à 400 degrés, mais je l'ai laissé rouler à 400 degrés pour voir comment la chaleur se dissipait. Puis après 10 minutes, l'extrudeur était encore à 35 degrés, donc ça refroidissait très bien. Je l'ai monté à 450 degrés. Je le montais par coup de 50 degrés pour pouvoir le monter à 500. Et à 450 degrés, j'ai eu un thermal runaway. Alors, pour une raison X, soit qu'il n'a pas chauffé assez vite ou il a chauffé trop vite, bref, il y a eu une trop grande différence de température entre la température ciblée et la température réelle. Ce que ça l'a fait, ça l'a redémarré l'imprimante, ou du moins arrêté la logique, et ça l'a arrêté la pompe. Ça l'a arrêté à peu près pour une vingtaine de secondes, 20 à 30 secondes, mais ça a été assez pour que tout se mette à fumer. Je ne sais pas à quelle température mon extrudeur a monté, mais c'est devenu très chaud, puis probablement qu'il y a un petit peu d'huile dans les composantes. Lorsque c'est machiné ou quelque chose de même, il y a peut-être un peu d'huile dans les composantes, et j'ai l'impression que c'est de l'huile qui s'est évaporée. Mais j'ai vraiment eu peur parce que, n'oubliez pas qu'on a un bloc de chauffe de, mettons, 1,5 cm par 1,5 cm par 1 cm à 450 degrés Celsius, qui réchauffe très rapidement tout le reste. Alors, j'aurais pu endommager beaucoup de choses si, par exemple, j'avais une panne électrique. Donc, est-ce que je recommande cette tête-là pour imprimer à 500 degrés? Je pense pas. Je pense que ça serait un risque d'incendie trop élevé, pas sur ce genre de machine-là. Alors, ça prend une machine qui est faite pour ça, qui a peut-être un système de batterie pour continuer le refroidissement. Le refroidissement est capable, assurément est capable de gérer une buse à 500 degrés, mais ça prend des équipements, ça prend une batterie autour pour garder le refroidissement en place. Ça prend aussi une protection au cas où, que, par exemple, que ça chauffe un petit peu plus. Donc, il y aurait des protections à mettre en place. Jusqu'à 300-350 degrés, là, je ne pense pas qu'il y ait aucun problème avec ça. L'imprimante va pouvoir, la tête va pouvoir le gérer sans problème, puis il y a moins de risque d'incendie qu'à 500 degrés. 500 degrés, tout est exposé à une chaleur, il y a une chaleur radiante aussi qui sort du bloc, là. Puis, si par exemple j'arrête mon ventilateur de chaleur, mon ventilateur de refroidissement des matériaux, ça se peut que la chaleur vienne déformer le bec, et là que ça accroche, et vous voyez, puis là s'il y a du PLA qui arrive sur par exemple, imaginez que mon conduit est en PLA, parce que je m'en ai fait un personnalisé, là, puis qu'il y a un morceau qui fond, qui reste accroché après, est-ce qu'il pourrait prendre en feu? Je ne sais pas. J'ai jamais exposé du PLA à 500 degrés, mais c'est sûr que ça va boucaner à quelque part, il va y avoir de la fumée. Donc, vous voyez, alors, c'est pour ça que je vous dis, faites attention, si vous voulez imprimer à 450, même à partir de passer 350 degrés, là, vous devez avoir pas mal plus de protection et de métal autour. Donc, soyez prudent avec ça, ou un système qui est fait pour ça. Il y a des imprimantes qui sont faites pour ça. Comme par exemple, ma Ultimaker, je peux imprimer à 380 degrés, puis elle est faite pour ça. Tout est en métal. J'ai des protections de silicone, les ventilateurs sont loin, les conduits sont, en tout cas, bref, elle est faite pour ça. Donc, 500 degrés, je ne dirais pas, mais jusqu'à 350 degrés. Maintenant, quel matériau j'imprime à 350 degrés? Le pic va s'imprimer autour de 400 degrés. Donc, théoriquement, je peux imprimer du pic avec ça. Avec le bed à 100 degrés, il n'y a pas de problème. Le bed monte à 110 degrés là-dedans, puis je suis capable de monter. Je pourrais mettre un élément chauffant pour monter ma cabine à 80 degrés. Là. Ça ne pognerait pas en feu parce que pour faire prendre je pense, du papier ou du carton en feu, juste exposé à la chaleur, pas exposé à la flamme, là, je pense que c'est une affaire comme 280 degrés ou si je me demande, c'est pas plus que ça. Là. Mais je le sais que même en chauffant la pièce à 100 degrés, le papier ne prendra pas en feu. La seule chose, c'est que j'ai fait des coins en PLA pour le tenir, mais vu que c'est à l'extérieur, je ne pense pas que ça fondrait. Mais bref, je ne l'essaierai pas, je prendrai quelque chose, peut-être des panneaux de polycarbonate ou quelque chose de même avec une structure en métal, si vous voulez aller là. Donc, c'est ça. Quel est l'avantage maintenant du refroidissement à l'eau si j'imprime pas à des températures très élevées? Ben, c'est très très simple. Maintenant, vous imprimez du polycarbonate, puis vous voulez avoir aucune déformation, alors il faut que le cabinet soit au moins à, je dirais, autour de 40 degrés. Okay? Moi, je vais parler du caisson dans un instant. Là. À 40 degrés, c'est sûr que l'air qui rentre à 40 degrés serait moins efficace que
de l'air qui rentre à 22 ou 23 degrés, là, température ambiante, pour refroidir le dissipateur de chaleur, je parle. Là. Donc, ça ici, peu importe s'il fait 100 degrés dans mon caisson, la tête, l'extrudeur va tout le temps être bien refroidi. Donc, c'est vraiment pour imprimer dans un environnement chaud. Si vous imprimez juste du polycarbonate dans un caisson qui est à 45 degrés, par expérience, ça marche bien. Surtout si vous avez un pont qui est en bimétal, je crois que même à l'air, ça marcherait. Donc, c'est cool, mais je ne crois pas que c'est essentiel pour imprimer juste du polycarbonate. Pour imprimer du PEEK, assurément, parce que là, un environnement à 80 ou 100 degrés Celsius, vous allez avoir un problème de refroidissement du dissipateur de chaleur, refroidissement des steppers, alors tout ça. Donc, mais là, si on est dans un autre mode complètement, c'est beaucoup plus complexe et géré. Un environnement à 100 degrés parce que j'ai les steppers qui sont là normalement si je veux imprimer dans un environnement à 100 degrés. Les steppers vont être à l'extérieur de l'imprimante, d'accord? Puis il y a juste les courroies qui vont passer dedans, puis je dois calculer la dilatation de mon métal. Donc si j'ai des rails linéaires à 100 degrés, ils sont un petit peu plus dilatés, je dois prendre de la graisse qui va supporter de la température un petit peu plus haute. Donc il y a toute une série de trucs que je dois mettre en place pour imprimer à 100 degrés. Donc, c'est cool, mais je ne crois pas que c'est nécessaire dans le type d'impression qu'on fait chez les amateurs, comme nous. Alors, je me considère amateur, là, je ne suis pas un professionnel, je n'imprime pas du stainless et des choses de même. Là. Mais donc, c'est ça. Je vais parler de la PT100. La sonde PT100 qui permet de prendre la température jusqu'à 500 degrés demande vraiment beaucoup de modifications. J'ai dû changer la carte mère pour mettre le max dedans. J'aurais pu utiliser d'autres façons, là, mais il venait avec. Ça demande beaucoup de changements dans le firmware aussi. J'ai remarqué à basse température, elle est moins précise qu'une NTC 100. Donc, c'est ça. À haute température, elle est probablement plus efficace. Aussi, je ne sais pas si c'est dû au bloc de chauffe ou à la sonde ou à la cartouche, mais j'ai dû me reprendre 20 fois pour faire mes PID, puis encore là, c'est pas terrible. C'est-à-dire que quand, mettons, je vise 220, il va monter à 240, il va descendre à 210, puis il va finir par se stabiliser. Une fois qu'il est stable, il reste très, très stable. Okay? Il varie de 2-3 degrés seulement. Mais pour l'atteindre, il a fallu que je change plein de trucs, parce que j'avais plein de thermal runaway. Alors, ma température montait des fois à 40 degrés plus haut, descendait. Alors, puis c'est pas la première fois que je fais des PID sur une imprimante, là. Puis tout était bien serré, mes cartouches étaient bien en place, tout ça. Mais ça a été extrêmement difficile. Puis encore là, vous voyez, des fois, je le monte à 60, puis il va monter 20 degrés, 25 degrés au-dessus. Ce genre de truc-là. Donc, moi, je vous dirais, si vous voulez imprimer avec une H2 ou une H2O, il n'y a pas de problème, mais prenez un bloc de chauffe standard, ou même vous pouvez mettre un Volcano après si vous voulez. Puis mettez une NTC, je crois qu'il y a des modèles, il me semble que j'avais pris en note, un NTC 100, une 3950, NTC 3950 100K, qui est compatible directement sur la carte mère. Donc, pas obligé de mettre le driver. Vous pourriez garder la Gen L avec l'écran par défaut, mettre une NTC 3950 100K, puis vous pourriez monter à 350 degrés avec. C'est peut-être un peu moins précis dans les hautes températures, mais à 350 degrés, je ne sais pas ce que vous allez imprimer, parce que le polycarbonate s'imprime 280, 300, dépendamment des modèles. Il y en a qui s'impriment un petit peu plus froid, il y en a qui vont s'imprimer autour de 275. Vous n'êtes pas obligé de passer 300 degrés, donc les NTC 100 vont faire le travail numéro 1. Donc, c'est ça. La PT100, c'est du trouble. C'est vraiment du trouble. Donc, je ne le recommande pas. Je vais vous parler maintenant du caisson. J'ai le caisson de Creality qui est un petit peu par là-bas dans mes étagères que j'utilise pour imprimer de l'ABS, du PG, toutes sortes de trucs avec la CR6. Puis là, je me suis dit, tiens, j'avais parlé l'autre fois de faire un caisson qui c'était du trouble et je vous garantis que c'est du trouble. Donc, j'ai désigné toutes les pièces. Là, ici, j'ai enlevé une porte. J'ai fait des portes ici comme ça avec des pentures. Donc, tout est imprimé 3D, évidemment, sauf les vis. Puis ça ici, c'est du foam board à la grandeur. J'ai même un panneau ici que je peux enlever pour rentrer et sortir mon kit de refroidissement. Voyez-vous, à côté de l'imprimante, de ce côté-là de l'imprimante, il y a un genre de conduit d'air. C'est que j'ai une trappe d'air qui va prendre l'air de l'extérieur, qui va rentrer dans l'imprimante. J'ai bouché l'autre côté de l'imprimante où il y avait des trous. Puis en dessous, là, on ne le voit pas, là, mais j'ai un trou d'évacuation de l'air. C'est pour ça qu'elle est présentement sur des genres de petits blocs de bois là, de 20 par 20 pour que l'air puisse s'échapper et ça marche super bien. Parce qu'à l'intérieur de mon caisson, c'était à 38 degrés. Puis la température, j'ai mis mon multimètre avec la sonde de température, il vient avec une sonde de température. Là. Je l'ai mis à l'intérieur du boîtier de l'imprimante, dans la base.
puis ça tournait autour de 24-25 degrés. Puis quand je ne l'utilise pas, il est à 22 degrés. Puis quand elle est à l'air libre, c'est autour de ça, 25 degrés. Donc, le refroidissement fonctionne super bien. Donc, même si mon caisson aurait été à 80 Celsius, je suis pas mal convaincu que je n'aurais pas monté au-dessus de 30 où ce que ma logique est dans ma base. Ça fait que j'ai bouché les autres trous. Puis, pour boucher les trous, en passant, j'ai juste mis du ruban, là. Donc, l'air rentre par un côté. Je voulais surtout refroidir mes drivers. Puis, j'ai regardé au niveau du power supply. J'ai changé la sonde de place, puis ça ne chauffait pas plus, là. Donc, l'air semble quand même bien circuler. Puis, il y a le ventilateur qui sort en dessous, qui lui envoie l'air dehors. Je l'ai fait pour mettre sur une étagère comme ça en métal, là. Mais si vous n'avez pas si vous la déposez sur une table, bien, simplement mettre des petits blocs en dessous pour la surélever. J'en ai mis 4 languettes là, pour que l'air circule et qu'elle soit droite. Il y a une autre chose, c'est que le fond est en foam board aussi, donc il est un petit peu plus mou. Donc, je dois laisser les morceaux de bois en dessous. Sinon, ben, si je mets l'imprimante dedans et je la déplace, ça défonce. Mais le reste est quand même rigide. Là, fait quand même le travail. J'ai mis une fenêtre en haut pour bien voir. Il y a des fenêtres dans les portes se referment, ils tiennent avec des aimants. Puis, j'ai fait des petites poignées, donc c'est tout bien élégant. Ce qui est meilleur que celui de Creality? Non. Celui de Creality garde mieux la chaleur. Celui de Creality, quand le bed était à 100, après 20 minutes, là, je pouvais monter au-dessus de 40 degrés. Je n'ai pas été capable de monter au-dessus de 38 degrés. Donc, puis la grosseur de bed est pas mal pareille. Celui-là n'est pas ignifuge. Beaucoup de travail, sauf que ça coûte pas cher. Ça m'a coûté à peu près 25 $ d'équipement, puis de filament, puis tout ça. Le foam board, ça m'a pris 6 panneaux à une et quelques, plus le PLA, plus le plastique pour les fenêtres. J'avais besoin de tape. Mettons 20 $ là, canadien. Ensuite de ça, j'ai fait des trous en TPU pour les fils. C'est-à-dire, j'ai des fils qui rentrent ici pour ma pompe. Donc, c'est simplement un trou en TPU que je coupe en 4. Puis comme ça me permet de sortir mes fils à l'intérieur. Ça marche super bien. J'en ai fait un pour l'alimentation de l'autre côté, puis un ici pour la pompe. Ensuite de ça, bon, j'ai ma prise d'air. J'ai fait une grille pour pas qu'il y ait des animaux qui rentrent là-dedans. Non, c'est une blague. Parce que je trouvais que juste un trou, ça faisait un peu moche. Donc, j'ai fait une grille, là, une petite grille, tout simplement. Puis, j'ai mis des lumières. Alors, on le voit, c'est éclairé dedans. Donc, j'ai mis une lumière ici, puis une lumière là. Puis, je les ai collées sur du tape, du ruban aluminium. Donc, pour pas que ça chauffe trop, puis que ça dissipe un peu la chaleur. Puis, ça fonctionne bien. Parce qu'il est collé direct là-dessus, le carton venait chaud, tandis que là, je sens presque pas la chaleur depuis que j'ai mis le ruban. Donc, ça semble bien marcher. Puis, il y a de quoi de spécial. J'habite à Drummondville, à Québec. Puis, je ne garderai pas le caisson. Donc, le premier qui vient la chercher, contactez-moi par email. Alors, le email, vous voyez, il apparaît en bas ici. Contactez-moi par email. Puis le premier qui vient chercher le caisson, je lui donne. Alors, j'ai même mis un beau collant du Guaro Loco. Je ne donne pas l'imprimante, évidemment, ni le système de refroidissement à l'eau. Je donne juste le caisson. Mais si vous voulez un caisson gratuit, que vous êtes prêt à venir à Drummondville pour venir le chercher, envoyez-moi un courriel. Dites-moi quand vous venez. Puis le premier qui vient, bien, le premier qui se propose, ça va être le premier dans la liste. S'il vient le chercher, il est à vous. Si vous, par exemple, vous dites je viens demain à midi puis vous ne venez pas, ben je passe au suivant tout simplement parce que je ne pourrais pas attendre 3 mois. Ça parce que je ne le garderai pas, j'aime mieux celui de Creality, de toute façon. Mais si vous n'avez pas, vous en voulez un. Évidemment, ce n'est pas une grosse imprimante qui rentre dedans, ce n'est pas la X1, c'est la Genius. La X1 ne rentre pas dedans. C'est la Genius. Autrement dit, si vous avez une imprimante qui a un bed de 220 par 220, là, ça va rentrer numéro 1. Puis il y a de l'espace pour le filament en haut si vous voulez. Donc, c'est ça. Si dans 2 semaines, personne ne m'a contacté, elle va tout simplement disparaître au recyclage. Alors, je vais enlever les morceaux de plastique, je vais mettre ça au recyclage, j'enlève les foam boards. Je ne sais pas si ça se recycle. Il va falloir que je me renseigne. Mais on va essayer de le recycler le plus possible. Conclusion sur la BQ H2O. Pour imprimer du polycarbonate, ça va vraiment bien. Nylon, je pourrais imprimer ça aussi, en plus avec le caisson. C'est vraiment bien parce que ça refroidit extrêmement bien le dissipateur de chaleur qui est aussi l'extrudeur. Donc, ça fait vraiment son travail numéro 1. Passer 350 degrés, il faut faire attention au risque de panne électrique. Il faut mettre ça sur une batterie pour pas que tout brûle. PT100, je ne vous la recommande pas. Donc, vraiment, vraiment pas. C'est beaucoup de troubles pour le gain que vous allez avoir. La seule raison pour laquelle je voudrais mettre une PT100, c'est pour imprimer au-dessus de 350 degrés. Même pour imprimer du nylon, pas besoin de PT100. Là. On parle de quoi? 260, 280 le nylon. Donc, c'est ça.
Il y a un modèle qui pourrait être intéressant, c'est la H2, qui n'est pas la H2O, qui est la H2 mais refroidie à l'air. Cependant, si vous voulez imprimer dans un caisson fermé et que vous voulez vraiment que ça soit bien refroidi, H2O, définitivement, c'est un meilleur produit. Si, admettons, j'avais le choix entre la H2 et la H2O, ça dépend si j'imprime dans un caisson ce qui fait chaud. Si j'imprime beaucoup de polycarbonate, puis, ou du nylon, par exemple, puis je garde tout le temps mon imprimante dans un caisson, j'irai avec la H2O, mais pas avec la PT100. Si j'imprime à l'air libre, vous allez avoir de la misère à imprimer du polycarbonate ou du nylon à l'air libre. Donc, je crois que si vous voulez imprimer dans un caisson, le H2O peut être une bonne solution, mais je ne crois pas que c'est obligatoire. Je crois que ça marcherait aussi dans un caisson fermé, c'est juste que vous allez avoir un moins bon refroidissement, donc plus de probabilité de filament qui va coincer dans l'extrudeur. Donc, c'est ça. Ça marche super bien. N'oubliez pas de vous trouver un petit signaleur de circulation, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. Là. Il y en a toutes sortes de modèles. Là, on peut en trouver pour les PC. Ça va vraiment bien. Je pense que c'est une bonne tête. La H2, c'est une bonne tête. J'ai vu Teaching Tech qui n'avait essayé différent. Pas la H2O, mais la H2. Puis il y avait eu deux, trois modèles, je pense. Puis il y en a qui étaient meilleurs que d'autres. Mais celle-ci, je crois que c'est la V2. Tout est en métal dedans. Elle va vraiment, vraiment bien, à part le petit cliquetis lors de la rétraction. Mais la qualité d'impression n'est pas affectée. Puis j'ai vraiment une belle qualité d'impression. Donc, je vais la laisser dessus. Je vais la laisser refroidir à l'eau parce qu'elle est installée, tout ça. Puis en passant, si vous vous demandez comment est-ce que je fais pour la faire partir avec la tête, je ne me suis pas pris dans la prise ventilateur, je me suis pris dans la prise extrudeur 1 parce que je crois que ça tirerait un petit peu trop de jus pour juste la prise ventilateur. Donc, on peut faire ça, là, contrôler que, par exemple, les connecteurs de l'extrudeur 1 s'activent. C'est le AutoFan, c'est dans le firmware, là. Mais je crois que la X1 est déjà comme ça de toute façon. Donc, juste à changer, mettre les fils à la place du ventilateur, puis vous êtes en business, comme on dit. Puis pour le reste, je me suis sorti une prise pour alimenter les lumières. Puis c'est tout. Bon, ça ici, c'est pas obligatoire, c'est pour prendre la température. Donc c'est ça, super belle tête, belle technologie refroidie à l'eau, j'aime bien ça. C'est pas pour tout le monde. Je ne crois pas que c'est nécessaire si vous faites du PLA, PETG, ABS, TPU, TPE. Je ne crois pas que c'est nécessaire. Si vous faites du polycarbonate, vous faites du nylon. À la limite de l'ABS, ça pourrait être utile aussi. Puis que vous faites ça dans un caisson fermé qui est quand même assez chaud. Pas un caisson fermé à 23 degrés, ça ne donne rien. Là. Mais un caisson fermé qui est au-dessus de 40 degrés, je pense que ça peut être un avantage d'avoir un système refroidi à l'eau, mais pas essentiel. Si vous montez le caisson à 60 degrés, vous mettez un élément chauffant dedans, comme certains font, par exemple pour imprimer du polycarbonate un petit peu plus technique, il y a différents types de polycarbonate, de ce que j'ai compris, puis que vous voulez un environnement peut-être à 60, 80 degrés, c'est le produit dont vous avez besoin. Ou un autre système de refroidissement à l'eau, mais celui-là va quand même bien. Puis la tête est très petite. Donc, c'est mon review. Merci beaucoup à BQ de m'avoir envoyé cette tête-là. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. C'est un gros projet, mais je me suis quand même bien amusé. Puis peut-être que dans une autre vidéo, je montrerai comment mettre la SKR dans la Genius ou la X1. Mis à part les fonctionnalités de l'écran, il n'y a pas gros avantage, que ce soit 32 bits ou 8 bits. À les vitesses à lesquelles j'imprime avec une cartésienne, ça ne fait pas vraiment de différence. Pour une Delta, ça fait une différence, mais pour celle-là, la Gen L, avec des 2208 ou 2209, va super bien faire le travail. Donc, vous n'êtes pas, selon moi, obligé de changer la carte mère si vous voulez upgrader l'imprimante. C'est pas changer plutôt la tête, vous allez avoir un plus gros gain tant qu'à ça. Donc, merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.